La révolution de la modernité. Faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo d'Excellence. C'est l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur et pour vous permettre ainsi d'avoir une vie meilleure. Sachez que c'est l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est de vous fournir à chaque numéro des clés et des pistes qui vont vous permettre ainsi de saisir l'émergence de la RDC qui se profile déjà aux horizons de 2030. C'est la date butoir pour l'envol de la République démocratique du Congo avec comme pilote une classe moyenne active et surtout attentive au développement de notre beau pays et surtout une classe moyenne qui est ainsi pétrie des bonnes valeurs qui vont lui permettre de faire du Congo un milieu plus qu'excellent. Et sachez donc que c'est un appel vibrant qui est lancé ici à la jeunesse. Et pour ce numéro spécial, c'est un appel qui est lancé à la femme congolaise en tant que principale actrice de développement dans notre pays. Soyez donc le bienvenu dans ce nouveau numéro de Congo d'Excellence pour plus d'échanges, plus de débats et surtout plus de discussions ensemble. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence, plateau spécial féminin puisque nous serons aujourd'hui en compagnie d'une invitée. Une première donc pour cette émission et en même temps c'est une façon pour nous de faire un clin d'œil à la journée internationale de la femme. Et bien sûr sur ce plateau une femme sera donc célébrée et à travers elle toute une nation qui pourra ainsi trouver un élément d'inspiration, un modèle de parcours et bien sûr toujours pour contribuer à l'émergence de notre pays. Démarrons tout de suite par le portrait de cette perle rare que nous avons choisi pour nous pour ce nouveau Congo d'Excellence. Talons aiguilles, tailleur cintré, coupe de cheveux à l'allure masculine, Eliane Monkeni Mekieki a tout de la femme moderne congolaise. Belle affranchie de 59 ans, et oui, vous avez bien entendu, 59 ans, cette experte comptable exerce son métier depuis 26 ans. Si on dit que les femmes ne sont jamais à l'aise avec les maths, Eliane Monkeni parle chiffres et jongle avec la comptabilité dans une aisance que seule confère l'expérience. Née à Kinshasa le 6 juin 1959, Eliane Kiekie est issue d'une famille de 7 enfants, dont 2 filles. Son père, Vincent Kiekie, exerçait le métier de comptable à la SGA Tembe Tembe, tandis que Jacqueline Mvuka, sa mère, était ménagère. Elle entame ses études primaires et secondaires, d'abord à l'internat des Sœurs à Djouma, puis à l'internat de Kikwit dans le Bandundu. Revenue à Kinshasa, elle sera inscrite au collège Saint-Raphaël de Limete, où elle décrochera son diplôme d'État en 1976 en section commerciale. En 1978, elle part en Belgique pour continuer ses études supérieures. Suite au retard qu'elle connaît dans la préparation de son voyage et vu le manque d'assurance d'obtenir une place à l'université la même année, Eliane Monkeni étudie le secrétariat de direction dans une école privée à Bruxelles. 3 ans plus tard, soit en 1981, elle épouse M. Monkeni qu'elle a rencontré quelques années auparavant à Kinshasa. Le couple, encore étudiant, doit rapidement mettre en place une organisation commune de manière à ne pas rater leurs études et réussir leur vie de couple. Mon objectif était à la fois terminer mes études et réussir mon mariage. Et là, c'était vraiment un défi. C'est le début de la mise en place d'une organisation méticuleuse qui fera de Eliane Monkeni une véritable wedding manager. Et donc, on devait concilier les études et le travail, et moi, sans oublier le ménage. Et c'est là déjà, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie. Donc là, c'était déjà l'école de la rigueur, l'école de l'organisation. Une fois leurs études terminées, la famille plie bagage pour revenir au Zaïre au lendemain de premier pillage qui avait secoué le pays.
C'est le début de la bataille pour l'acclimatation au rythme de l'époque et surtout la quête d'un emploi pour Eliane Kiékié. Ce sera aussi la construction d'une carrière professionnelle, d'abord à Zahir Fina où elle va évoluer pendant 1 an, puis dans une fiduciaire, la FGDS. Elle y pose ses valises pendant 3 ans, période probatoire obligatoire avant de prétendre au titre d'expert comptable. J'ai appris c'est quoi l'expertise comptable, la comptabilité, la fiscalité, et je me suis dit, bon, je crois qu'il était temps de voler de mes propres ailes. Au moment de prendre son envol, elle est à nouveau sollicitée pour travailler cette fois à la Briquine, une société de fabrication de briques. D'abord directrice de comptabilité, puis directrice financière, c'est à la Briquine qu'Eliane Monkeni va relever un défi de taille, redresser une entreprise en faillite. Et là, à Briquine, ce passage m'a appris aussi à me battre, parce que je devais relever une société qui était en faillite. Le rythme de travail à la Briquine devenant de plus en plus lourd, elle se décide de prendre du recul, puis finalement de créer son propre cabinet. En 1992 est créé le cabinet ACF, Audit, Comptabilité et Fiscalité. C'est un nouveau challenge qui commence dans un domaine d'activité exclusivement masculin à l'époque. En tant que femme, on ne me faisait pas confiance. On dit voilà, c'est une femme. On n'est même pas sûr qu'elle va bien faire le travail. Ah, est-ce qu'elle connaît ceci? Est-ce qu'elle connaissait là? Il y avait des critiques lorsque j'ai déposé mes appels d'offres aux côtés des hommes. On prenait pour les hommes. Moi, ça n'allait pas. Commence alors une série de remises en question personnelles qui va emmener Eliane Monkeni à concentrer ses premières actions sur les petites entreprises avec un revenu moyen entre 20 et 50 $ par mois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris à gérer les toutes petites entreprises, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui commençaient. Et là, j'ai vu qu'il y avait des difficultés et j'ai travaillé avec ces entreprises-là. On a évolué au fait ensemble. On a partagé les risques ensemble. On a vu là où ça n'allait pas et on a cherché des solutions ensemble. Elle va ensuite étendre son action aux grandes entreprises, devenues moins sceptiques à son égard. Avec cette nouvelle clientèle, Eliane Monkeni va entreprendre de se parfaire en analyse financière, ce qui va la conduire dans l'une des plus grandes écoles de management francophone, l'ICHEC Brussels Management School, où elle va suivre une formation pendant 1 année à raison d'1 voyage par mois. Cette période sera couronnée par une grande distinction. Nous sommes en 2006. C'est la conquête des entreprises locales comme le CESOMO, l'OCC, l'OGFREM, mais aussi internationales, notamment dans le domaine minier. 2 décennies depuis sa mise en place, le cabinet ACF a gagné en expérience pour être le premier cabinet mis en place par une femme. Depuis 1996, Eliane Monkeni qui est membre de la Fédération des entreprises du Congo. Grâce à son dynamisme, elle va mettre en place la section prenant en charge les femmes entreprenantes dont elle assure également la présidence. C'est sous son égide que la Fédération des femmes entreprenantes du Congo, FEMCO en sigle, va vraisemblablement être boostée pour porter en avant les activités féminines. Elle est également présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise depuis 2012. Elle a vu son mandat de 2 ans être renouvelé en avril 2014. Précisons qu'elle est également à ce jour la première femme à diriger cette institution. Elle occupe également le rôle de commissaire aux comptes à la MIBA. Épouse, mère, chef d'entreprise, catéchète, Eliane Monkeni Kiékié est aussi la première femme accueillie sur le plateau de Congo d'Excellence. Spécial ovation pour notre invité Congo d'Excellence de ce soir. Alors, Madame Monkeni, on le voit, vous êtes dans une superbe forme, taillée sur mesure. Dites-nous, c'est quoi le secret pour rester aussi belle à 59 ans? Comme je dis encore bonjour aux filles, et les garçons bonjour aussi. Je dirais, parce que plusieurs personnes me posent cette question, moi je vous dirais tout simplement, c'est être vrai, restez vous-même. Ne pas donner l'image de quelqu'un d'autre, alors que vous n'êtes pas cette personne-là. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Par moments, ça m'écoute les relations avec les gens parce qu'ils estiment que je suis trop... je ne sais pas porter les gants. En fait, quand quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec la personne, j'appelle la personne, je dis je ne suis pas d'accord.
Donc je dirais qu'il faut être vous-même. Et j'ai toujours été en harmonie avec ma personne et moi-même. Essayer d'être vrai, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Et je m'explique pour dire pourquoi je suis comme ça. Donc justement, vous ne gardez pas, vous ne vous surchargez pas en vous-même. Et donc, vous vivez votre vie telle qu'elle. Et c'est ce qui vous permet justement d'avoir cette superbe forme. Je dirais que j'ai beaucoup de responsabilités, mais j'essaie de laguer le soir avant de dormir. J'essaie d'être en paix avec moi-même et avec les autres. Donc, quand j'ai été très dure, j'essaie de me justifier, m'excuser, pourquoi pas, parce que c'est ce qui est normal. Et donc, rester moi-même. Mais je travaille beaucoup, beaucoup, comme j'ai dit à madame, j'ai 15 heures d'autonomie de travail par jour. Donc, pour quelqu'un qui s'élève, si un jour, je me lève à 7 heures du matin, ces jours-là, mes 15 heures, je dormirai à 1 heure du matin à 2 heures. Donc, j'ai 15 heures d'autonomie, avec pause, évidemment. Mais quand je dis 15 heures, c'est les temps corrects et réels de mon travail. Donc, vous voyez qu'avec les responsabilités sur mon dos, je ne sais pas, mais je ne peux pas dire ça. Quelqu'un peut vieillir parce qu'il travaille beaucoup. Au contraire, c'est votre cœur. On vieillit parce que on pense mal de l'intérieur. Et l'intérieur reflète ce que vous pensez sur le visage. Et quand vous êtes fâché, vous faites quoi? Vous faites comme ça. Parce que le cœur dit, vous êtes fâché. Et je ne peux pas rester comme ça pendant longtemps. Je dois sourire au fond de moi. Alors, je pense que nous allons tout de suite passer avec le premier élément de reportage. Alors, Madame Monkeni, s'il y a une qualité que nos jeunes vont découvrir, et c'est d'ailleurs par là que nous allons ouvrir notre série de questions-réponses, c'est justement l'organisation. Alors, si je pose la question de savoir ce qu'une horloge suisse, un calendrier et Madame Eliane Monkeni, ce qu'elles ont en commun, eh bien, il n'y a rien. Mais vous faites toutes les trois preuve d'une grande organisation. Et d'ailleurs, c'est, je crois, la première étape de la traduction en action de vos objectifs. Alors, vous l'avez compris bien assez tôt et vous avez su en tirer le maximum de bénéfices. Alors, je vous demande tout de suite de suivre la traduction de tout ceci en images. Un des premiers ingrédients à la base de la réussite de Eliane Monkeni Kiekie est justement son grand sens de l'organisation. Compris comme étant la capacité à planifier, anticiper les tâches à accomplir, en tenant compte des ressources disponibles ou à mettre en œuvre, l'organisation est aussi la capacité à s'appuyer et combiner ses atouts et ceux des autres membres de l'équipe pour entreprendre une action appropriée et efficace. Eliane Monkeni en a fait la parfaite application. Agenda calé, programme bien huilé, montre en main, elle semble presque disposer de 6 bras vu les rôles qu'elle endosse. Présidente nationale de la section Femmes entreprenantes de la FEC, présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise, directrice générale du cabinet ACF, commissaire aux comptes de la MIBA, catéchète pour les couples en voie de se marier religieusement, maîtresse de maison, épouse et enfin mère de famille. C'est à son sens d'organisation qu'elle doit sa grande capacité à jongler entre ses différents rôles sans jamais perdre le contrôle. Une équilibriste dans sa plus simple expression. Alors, avec votre permission, Madame Monkeni, et surtout celle de nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, nous allons à présent nous plonger dans la série de questions-réponses. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons des intervenantes pour cette première partie de l'émission. Nous allons tout de suite commencer avec la première question. Il s'agit de celle de Divine Zita. Quelle place réservez-vous à l'improvisation et comment faites-vous pour gérer l'imprévu? Merci beaucoup. Je pense que l'imprévu est dans notre quotidien. Et c'est là où justement c'est le challenge, le défi justement. Toute ma vie, je vous donnerai l'exemple de la journée d'aujourd'hui. Il y a eu 2 improvisations. J'avais rendez-vous avec madame, mais voilà qu'on m'appelle pour me dire que la ministre du Genre ouvre le mois de mars à l'hôtel Vénus. Je dois être là. Et donc, j'avais des rendez-vous à 11h, j'avais des rendez-vous à 12h. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai délégué. Ça, c'est la première qualité déjà de l'organisation, savoir déléguer. Donc, j'ai appelé qui à mon bureau, dire à X, à Y, Z, voilà, va tel endroit à ma place, reçois une autre personne à ma place. Il y a encore une personne qui voulait absolument, moi, il ne veut pas être reçu par quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, voilà, il y a la nouvelle technologie de l'information maintenant, il y a les téléphones.
On va se donner rendez-vous à 13h au téléphone et c'est moi qui paye. J'appelle. Vous allez me poser votre problème parce que je ne peux pas être devant vous aujourd'hui. Donc, je crois que la place, elle est très importante. Mais encore une fois, je reviens, l'organisation doit suivre. Qui dit organisation dit les compatriotes, comment je peux dire, les collaborateurs. Donc, vous devez avoir à vos côtés des collaborateurs compétents. Ne pas les juger par sentiment, les juger par rapport à votre vision, par rapport à vos attentes, par rapport à la qualité, à l'excellence que vous attendez. Et vous le prenez. C'est vrai que ça a un prix. Parce qu'après, les gens vous détestent. Ça, vous pouvez être sûr. Et comme me disait encore une personne que je respecte beaucoup dans ma vie, mon mari, qui m'a dit encore une chose qui m'épatera toujours. Il dit, lorsqu'on parle de l'excellence, dis-toi toujours que tu dois être seul. Parce que personne ne va te suivre dans ton excellence. C'est toi qui veux être excellente. C'est toi qui veux avancer. Et tu auras autour de toi les gens qui seront contre ta façon de voir, ta façon d'agir. Alors sois forte, va seule sur ces chemins-là. D'accord. Alors nous présentons tout de suite la deuxième question. Il s'agit de celle de Aline. Alors, madame, nous aimerions savoir comment vous avez fait pour vous acclimater dans un pays presque paralysé. En 92, quand vous êtes arrivé avec les 2 pillages et tout, comment avez-vous fait pour vous acclimater, vous qui venez d'un pays parfaitement organisé? Je crois que la première chose qui m'a conduit, c'était ma vision. J'avais une vision qui était claire et j'avais mis à côté de moi les étapes. Et donc, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et c'est là où intervient encore une fois l'organisation. C'est de là intervient le choix des collaborateurs. C'est là encore interviendra l'endurance, la patience. Je dirais même l'abnégation qui est plus fort que la patience. Et le goût de risque un peu. Il faut avoir un peu de goût de risque parce qu'il y en a qui sont partis. On est rentré à l'époque en 1992, en 90 même. 90, je suis rentrée. On était à plusieurs. Je pense que 3 mois après, la moitié, si pas 3/4, ont repris l'avion pour rentrer en Europe. Mais sincèrement, je vous dis, mes enfants, tous regrettent d'être rentrés. Et ils m'encouragent, ils me félicitent d'être restés. C'était très dur, mais comme je vous dis, j'ai eu des moments où j'ai pleuré, j'ai eu des moments de découragement, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai pleuré, je ne vous mentirai pas, c'était difficile par moments, mais le lendemain, je me suis mis debout. Et je crois que par vision, je vais dire les seigneurs. L'Esprit Saint a toujours été mon ami. L'Esprit Saint m'a toujours accompagné. Et lorsque je vais faire quelque chose sans exagération, si j'exagère, le soleil, c'est le symbole de l'Esprit Saint, il va me brûler. Je demande son aide, est-ce que je dois rester ou partir? Et donc, je compte 3 signes. Au bout des 3 signes, lorsque ça ne va pas, j'abandonne le projet, je vais de l'autre côté. Et c'est comme ça que je vais toujours en ligne droite, mais en zigzagant. Et nous allons prendre la question de Saint-Tiche Kisanga. N'avez-vous pas l'impression qu'à force d'organisation, on risque de tomber dans la routine? N'est-ce pas un frein à la créativité? Merci de la question. Mais lorsqu'on parle de l'organisation, vous dites on peut tomber dans la routine. C'est qu'il y a eu un problème d'organisation. Qui veut dire organisation ne veut pas dire vous restez raide. Non. Une remise en question continuelle. Ça, c'est un autre secret de l'organisation. Vous commencez quelque chose, dès lors que vous sentez qu'il y a un frein, vous changez la donne. Et lorsque vous changez la donne, vous changez beaucoup de choses tout autour. Donc, je ne pense pas que c'est... Non, d'abord, dans ma vie, je n'aime pas la routine. J'aime pas la routine, c'est comme ça que je ne fais pas la même chose. Je fais toujours quelque chose, mais de la manière différente. C'est pour justement embellir. Vous regardez les jardins. Aujourd'hui, il y a du rose. Qu'est-ce qui fait la beauté de ces jardins? Ce n'est pas la monotonie. C'est des couleurs qui sont différentes. Une fois on les met ensemble, ça avance. Au contraire. Donc là, la réponse, je vous dirais, retenez un mot, c'est la remise en question. Et ça, beaucoup de gens n'aiment pas se remettre en question. Le sens d'écoute aussi.
Beaucoup de gens n'aiment pas écouter surtout les conseils. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il dit qu'il est chef. C'est lui ou elle qui décide et vous n'écoutez pas les autres. Et là, effectivement, ça deviendra la routine. Il n'est pas toujours facile de remettre en question les choix que l'on prend, les différentes décisions, que ce soit en termes de choix de vie, de sacrifices consentis, d'orientation ou encore des mesures adoptées. Mais contrairement à ce que l'on pense, revoir ces choix apporte un éclairage nouveau dans la prise de décision. Élément de réponse et d'illustration dans ce reportage. Parmi les valeurs qui constituent la fascinante personnalité d'Eliane Moukeni, il y a la remise en question. Cette valeur est d'ailleurs mieux comprise comme une démarche personnelle. Se remettre en question, c'est admettre s'être trompé. Tout le monde peut prendre de mauvaises décisions ou se tromper de voie. Il s'agit d'un premier pas vers l'humilité. La remise en question, c'est aussi accepter de revenir en arrière, de revoir son point de vue, de remettre en question sa décision pour en prendre une autre. Se recevoir les bonnes critiques, c'est-à-dire les critiques constructives et non celles que l'on vous assène pour casser vos rêves. Se remettre en question, c'est aussi dire un jour stop, s'arrêter de courir, profiter pour faire un bilan sur soi ou sur une décision en prenant du recul face à une situation présente. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau de Congo d'Excellence. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Madame Eliane Moukeni et je précise que vous êtes en même temps la présidente de la FEMCO, c'est la branche féminine de la Fédération des entreprises du Congo qui prend essentiellement en charge les femmes entreprenantes. Vous êtes aussi la présidente de la Chambre du commerce et de l'industrie franco-congolaise. Et enfin, vous êtes la directrice générale du cabinet audit, comptabilité, fiscalité. Eh bien, c'est à se demander, Madame Eliane, si vous avez des journées à 24 heures ou à 26 heures. Merci, Madame Christelle. Non, j'ai des journées à 24 heures comme tout le monde, mais que j'essaie d'organiser de manière à trouver un temps pour me reposer aussi. Figurez-vous, ma famille passe en priorité. Ça va surprendre certains parmi vous, mais non, je trouve le temps pour mes enfants, pour mon mari et pour mes amis. J'essaie de trouver le temps. Voilà, donc je pense que nous allons également revenir sur cet élément, mais nous allons tout de suite passer à la série de questions-réponses avec nos intervenants et on prend tout de suite la question de Christelle Darabouf. On l'a vu, la remise en question est une ligne de conduite. Comment avez-vous pu développer une telle disposition à vous remettre en question? Merci beaucoup, madame. Je pense que les échecs que j'ai eus dans ma vie m'ont permis à prendre cette façon de vivre comme outil, comme élément pouvant conduire ma vie à atteindre la réussite. Parce que je vais vous répondre par une image. Lorsque vous voulez aller, il y a une maison en face de nous, mais vous voulez atteindre le palmier et vous êtes décidé, mais vous arrivez tout droit, il y a une maison, il y a un obstacle, vous faites quoi? Vous abandonnez ou vous faites quoi? Quel est le mouvement? Vous contournez, n'est-ce pas? L'obstacle. Et donc, c'est ça la remise en question, c'est pas autre chose. L'obstacle peut être vis-à-vis de vous-même, parce que vous n'avez pas les compétences qu'il faut. L'obstacle peut être aussi vis-à-vis des autres. Mais alors, à ce moment-là, intervient un autre concept, la négociation. Si l'obstacle dépend des autres, vous allez voir les autres qui peuvent vous permettre de passer. Et lorsque les autres refusent, les autres, je dis au pluriel, ou ça peut être une personne, ça peut être d'autres. L'obstacle personnel, là, vous dites c'est vous, soit les études, soit une compétence quelconque qui vous manque. À ce moment-là, vous allez... Mais vous voyez, tout ça, c'est une remise en question. Voilà. Justement, se remettre en question, quand est-ce que ça devrait commencer cet exercice, Madame Moukeni? Je pense que cet exercice devrait commencer dès qu'un enfant, à tout moment de la vie de quelqu'un. Il y a des enfants qui ont la chance, depuis un jeune âge, l'éducation des parents veulent ou prévoient que la maman, que le papa apprennent déjà à ses enfants à se remettre en question. Il y en a qui sont comme ça. Si vous demandez les jeunes qui sont ici, vont dire oui, moi, ma mère, mon père me disait toujours, lorsque ça ne va pas, pose-toi d'abord la question où ça n'a pas marché. C'est ça la remise en question. Donc un enfant comme ça a reçu déjà ça dès son jeune âge, il va pratiquer ça toute sa vie.
Mais si vous n'avez pas eu cette chance, cela ne veut pas dire que vous êtes une personne finie. Mais vous pouvez trouver un coach, quelqu'un que vous prenez comme modèle. Et vous demandez, et n'ayez pas honte, écoutez ce qu'il va vous dire. Donc je pense que ça commence, ça dépend. Ça commence pour chacun de nous à un moment donné dans sa vie par rapport aux difficultés qu'on a éprouvées. Et c'est à ce moment-là, on prend cette décision et on dit alors toute ma vie, ça sera pareil. Alors on va prendre la question de Michael Niembo. Beaucoup verraient dans la remise en question une contradiction de leur propre décision. Car revenir sur sa propre décision peut parfois être difficile. Comment parvenez-vous à y voir une solution? Il y a une expression qui ne vient pas de moi, qui est universelle, qui dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, nous nous considérons tous comme personnes intelligentes, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on s'est dit, mais non, mais pourquoi je ne changerai pas d'avis? À un moment donné, dans la vie, on avance, mais on dit, il faut bien changer d'avis. Ce n'est pas du tout une contradiction et surtout, je compte pour, vraiment, faites-moi confiance, surtout pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. C'est une force de se dire, je me suis trompé, je vais à gauche. Si vous ne le faites pas, croyez-moi, il y a un trou béant et vous ne changez pas. Parce qu'on vous a dit qu'il y a un trou, vous dites, mais non, pour moi, on m'a dit que malgré qu'il y a le trou, j'arriverai à sauter. Mais qu'est-ce qui va arriver? Vous tomberez dans le trou. Mais alors là, ça va pas. Pour ces véritables perles de sagesse dont vous nous dispensez aujourd'hui. Eh bien, chers téléspectateurs, cette émission continue. Je rappelle que nous sommes ici sur la place des Évolués pour ce numéro spécial femmes. Hommage ici à la femme congolaise, force vive, mais aussi actrice du développement au sein de sa communauté. Eh bien, pour ce numéro, nous sommes justement en présence d'une femme active, comme on dirait en anglais, une véritable walking lady. Et bien sûr, dans le monde professionnel, sachez-le, le jugement est unanime quant aux différentes qualités de notre invitée, notamment celle de reconnaître que c'est une inconditionnelle au travail. Les voix sont parfaitement d'accord, qu'elle soit masculine ou féminine, vous le verrez, le verdict est exactement le même. Si le dynamisme peut être compris comme la capacité d'agir avec énergie, Eliane Monkeni en est la personnification même. Infatigable, omniprésente, son empreinte professionnelle est reconnue de toutes ses collaboratrices, de son cabinet à la Chambre du commerce, en passant par la Fédération des entreprises du Congo. Le verdict reste unanime. Déjà, un extrême dynamisme, c'est-à-dire qu'elle est sur tous les fronts. Par sa manière de travailler, c'est une femme courageuse, une femme forte. Son dynamisme, et c'est une femme très entreprenante. Cette dame, c'est vraiment une dame de valeur. Pourquoi des valeurs? Parce qu'elle a des principes. Et c'est ça, principe, elle dit toujours, il faut viser l'excellence. Et par son charisme et son leadership, elle gère cette chambre avec une main de fer. Une femme décisive, elle aime le travail bien fait et très exigeante pour le travail. C'est la discipline et la détermination. À ne jamais abandonner devant l'obstacle et toujours croire en soi-même et à ce qu'on fait. Son apport et surtout son leadership que Madame Monkeni, entre autres en ce qui me concerne, nous a engagés à être donc des exemples sur le plan international. Elle a beaucoup d'activités, néanmoins elle reste présente et je peux lui téléphoner, lui envoyer des mails, elle s'arrangera toujours pour me répondre. Et vive Madame Monkeni. Allons, ne faisons pas de discrimination, car pour une fois, les hommes tiennent un langage élogieux qui met en évidence cette fois sa grande endurance au travail. Une femme combattante, une vraie battante pour la cause de la femme. C'est une femme qui, lorsqu'elle a un objectif, vous pouvez tout dire, quoi que vous fassiez, son objectif, elle doit l'atteindre. Elle mérite beaucoup de respect d'égard, elle mérite beaucoup de soutien de tous nos partenaires, qu'ils soient du secteur privé que du secteur public. Elle mérite ces soutiens-là pour la valorisation de la femme. Nouvelle
nouvelle série de questions, Madame Moukeni, si vous le permettez. Bien Alors, sûr. nous accordons cette fois la parole à Christelle Ndarabou une nouvelle fois. C'est une fois de plus Christelle Ndarabou. Oui. Ma seconde préoccupation est la suivante. Comment avez-vous pu développer une telle capacité à maintenir un tel rythme de travail? N'est-ce pas épuisant? Merci, ma Christelle. Non? Oui, Christelle. Voilà, Ben voilà. on est deux. Au fait, je vous répondrai encore par une image. J'aime bien parler en termes d'image. Je pense qu'on comprend mieux, on se comprend mieux. Vous connaissez le principe des coureurs. Vous voyez les gens qui courent. Au début, par moment, vous commencez bien. Et puis, à un moment donné, vous sentez la fatigue. C'est quand vous commencez à sentir la fatigue que vous créez l'harmonie entre votre tête et votre corps. Vous remarquerez que la personne commence à courir. C'est comme s'il était drogué. Mais c'est pour vous dire en d'autres termes, tout commence par un pas un. Et au fil de temps, ça devient une seconde nature pour moi. Vous savez, lorsque je passe une journée sans travailler, j'ai comme l'impression que je suis malade. Et pour vous dire, même quand je suis malade, je travaille. Au fait, je ne me rends même pas compte à un moment donné que je suis malade. Et quand je suis vraiment couchée, ça fait peur à tout le monde. Parce qu'on s'est dit, c'est grave. Mais au fait, je ne peux pas. Ça devient une seconde nature. Mais ça se forge. Ça se forge, ça se prépare, ça se cultive. C'est comme l'instruction qu'on vous a donnée à l'école. Vous avez commencé par l'algèbre qui était difficile. Et puis un jour, vous avez un professeur qui vous dit, bon, je vais vous donner les secrets de l'algèbre, n'est-ce pas? Et lorsqu'on vous donne le secret, vous dites, ah, mais c'était si facile. Donc, je vous répondrai en d'autres mots, en d'autres termes, qu'il faut forger cela. On dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà ma réponse. On prend cette fois la question de Michael. Madame Moukeni, Oui. une fois de plus, Michael Niembo pour une deuxième question. J'aimerais bien savoir, madame, où puisez-vous la force de tenir avec des agendas aussi chargés? Ben, je vous donnerai une réponse courte. Je dirais que c'est Dieu qui me donne la force parce que je suis une croyante et une pratiquante. Et c'est tout. C'est la seule réponse parce que je ne peux pas dire c'est dû à moi. Moi seule, je ne pourrais pas. Même ce que je vous dis, c'est Dieu qui m'inspire. Moi, je ne suis rien seule. Je ne suis rien. Avec Dieu, je peux tout. Voilà. Et voilà, nous allons prendre la dernière question de cette série, c'est celle de Moses. Avec le temps, vous auriez dû vous relâcher. Mais 26 années après, les réponses ne semblent pas encore à l'ordre du jour. Y pensez-vous entre des rendez-vous? Et ma deuxième question est la suivante. Quel est votre point de vue par rapport à ces changements du système OHADA au plan comptable au système OHADA? Merci, madame. Merci. Je réponds à la première question d'abord. Vous dites que je dois à un moment donné penser à me reposer, n'est-ce pas? Ben, je vous répondrai encore une fois par une image. Vous connaissez notre patriarche Kizenga. Vous savez quel âge il a? Il a plus de 80 ans. Le président du Parlement, Kengo Adondo, vous savez quel âge il a? Il est à l'âge de mon père. Alors je me dis, si les deux ne sont pas encore, ils n'ont pas encore levé le pied, et pourquoi moi je dois lever le pied du haut de mes 59 ans? Hein? Non, Ah bon? Non, je me sens encore forte, ne vous en faites pas. Les jours, je me sentirai vraiment fatiguée, d'autant plus que je fais un travail qui demande une force intellectuelle une concentration assez forte. Donc, le jour, je me sentirai vraiment faible. Mais entre-temps, je prépare la relève. Il y a ma belle-fille qui fait exactement comme moi, que je prépare. Ne vous en faites pas. À un moment donné, je vais me retirer, je laisserai les jeunes. Par rapport à la question OHADA, je me dis le gouvernement a pris une très bonne décision parce que là, je parle en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, surtout pour nous de la profession
de comptables nationaux, on n'avait pas beaucoup de marché parce que les gens n'avaient pas l'obligation de certifier leurs états financiers, déjà. Et déjà, pour nous, c'est positif parce que cette année, on a eu du travail. Parce que tout le monde se remet en ordre et on commence à avoir du travail. Mais sur le plan national, de l'économie nationale, c'est aussi important. Pourquoi? Aujourd'hui, ça donne à la RDC une confiance à l'extérieur. Lorsque vous avez un conflit avec un commerçant, un homme ou femme d'affaires qui travaille dans l'espace OADA, automatiquement, ce sont les mêmes lois qui vont vous régir, qui vont vous juger, vous allez pratiquer la même loi. Donc, il n'y a plus à dire, tiens, mais moi, au nom du droit congolais, chez nous au Congo, c'est comme ça en RDC et tout. Non, mais moi, je crois que c'est un début. C'est vrai que cette année, c'est déjà dur. C'est un peu dur plutôt. Mais je pense que tout le monde est d'accord que c'était la très bonne décision. Et avec les temps, dans 2 ans, 3 ans, je pense que tout le monde trouvera son compte. Voilà. Merci à vous. Alors, dernier thème, mais pas des moindres, la famille et la spiritualité sont des ingrédients omniprésents dans la recette du succès que nous propose Madame Eliane Moukeni. En effet, dans son témoignage, il se dégage une véritable redevance permanente aux siens. Élément dans ces reportages d'illustration. La famille occupe une place centrale dans la vie d'Eliane Moukeni. Dans la description qu'elle fait d'elle-même, elle reste profondément redevable à son mari et à ses enfants, dont elle a eu à bénéficier d'un soutien total lors de son ascension professionnelle. Au bout de 34 ans de mariage, Eliane Moukeni partage son expérience avec les couples qui se préparent à la vie commune, en entretenant avec eux un lien qui les unira bien au-delà de l'enseignement qu'elle dispense. Elle gère très bien aussi sa maison. Au prix même parfois de sa santé, parce que elle est partout dans sa maison, dans sa famille. Elle a le sens de la famille restreinte, c'est-à-dire notre famille, mais également de tout ce qui tourne autour, les cousins, les nièces et tout ça. Maintenant, avec l'âge, elle commence un peu à lever le pied, mais elle a toujours été la personne qui était là lorsqu'on avait besoin d'elle. Par rapport aux valeurs que j'ai apprises de ma mère, ça serait plus le simple fait que c'est une femme super forte. C'est une femme qui a pu s'imposer dans des milieux qui sont reconnus pour être des milieux d'hommes. Et les valeurs, comme papa l'a dit, je crois que je suis vraiment d'accord avec lui, c'est les valeurs de famille. La religion, une femme qui prie beaucoup, qui nous a appris comment prier, qui nous a appris comment respecter les autres. Et grâce à elle, on a su en fait voir le monde d'une autre manière. Croyante pratiquante, la spiritualité fait figure d'une source intarissable où Eliane Moukeni recharge ses batteries. Avec un espace dédié à sa méditation intérieure, elle se relie ainsi au divin afin de mieux se rapprocher de l'humain, faisant bénéficier sa communauté de cette aura de bienveillance et de dévouement. On ne va pas trop s'étaler là-dessus, Madame Eliane Moukeni, comme nous l'avions vu justement dans ce reportage. On le voit que vous êtes une femme, et d'ailleurs vous l'aviez dit, qui est complètement éprise de cette sorte de spiritualité. Et d'ailleurs, on l'a vu, vous accompagnez les couples chez vous, les couples qui veulent se marier religieusement. Alors, on aimerait juste savoir où est-ce que vous trouvez le temps pour tout ça? Quelque part dans la Bible, je ne connais pas le passage, mais je lis, je ne retiens pas le passage. On demande à chacun de donner, on parle de dîme. La dîme, c'est très bien, mais moi je me dis, il y a des gens, vous pouvez donner 100 000 $, ça ne représente rien pour vous. Mais moi je pense que la meilleure dîme, c'est donner quelque chose de précieux, de précieuse, je dirais. Et donc pour moi, le temps est vraiment, vraiment précieux pour moi. Je n'en ai déjà pas. Alors, je me suis dit, comment je peux remercier Dieu? Et comme je suis de la paroisse du Sacré-Cœur, et le curé m'a abordé il y a 14 ans pour me demander de donner les cours de catéchisme et d'encadrer les jeunes couples pour le mariage. Et donc, c'est coûteux pour moi, mais dans mon organisation de temps, les samedis, j'essaie de travailler peu de temps
Et des 10h à 13h, je les consacre au Seigneur justement en préparant, je ne dirais pas le jeûne, parce que le couple que vous avez vu chez moi n'était pas jeune. Ils ont vécu 20 ans de vie commune et ils veulent régulariser leur vie et donc on me les a envoyés. Bon, moi j'ai 39 ans de vie commune, donc à côté d'eux, je suis quand même assez expérimentée. Donc les temps, j'organise et pour moi c'est un cadeau, c'est ma dîme que je donne à Dieu. Lorsque je donne l'argent à la paroisse, je ne considère pas tout à fait comme ma dîme. Parce que l'argent, on peut planifier, on donne. Mais trouver les temps pour les seigneurs, ça, c'est plus coûteux pour moi. Voilà. Mais puisque vous encadrez les jeunes, puisque vous encadrez les couples à se marier, on peut aussi penser que plus tard, peut-être une petite agence de wedding planner, pourquoi pas? Je ne ferai pas ça. Pour gérer nos caprices de nouveaux mariés? Non, je continuerai à gérer les caprices, mais sans agence. Parce que c'est un cadeau que j'offre à Dieu. Lorsque je commence, je le rends lucratif. Ce n'est plus un cadeau à Dieu, ça devient à moi-même. Hein? Voilà. Alors, je pense que nous allons prendre la dernière série de questions de ce thème qui est consacré à la famille. On va parler aussi, on va également aborder les questions de spiritualité avec vous. Alors, on prend tout de suite la question de Michael Kaloumoui. Enchanté. Nous vous avons entendu parler tantôt que vous respectez beaucoup votre mari et que vous l'aimez beaucoup. Mais dans la société actuelle, le dernier mot revient à l'homme. Mais il nous semble que vos choix prennent les dessus sur votre couple, dans votre couple, allais-je dire. Comment cela se fait-il? Merci beaucoup. C'est une question très intéressante parce qu'on me la pose souvent. Je vous ai dit tout à l'heure que mon mari est mon coach. Lorsque vous avez comme coach, qu'est-ce que ça veut dire? Le coach, d'abord, c'est qui? C'est la personne qui vous encadre. C'est la personne qui vous oriente. Mais comment pensez-vous que mes décisions dépassent le coach? Je ne peux pas parce que souvent, je me remets à lui, je lui dis, écoute, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Parce qu'il me connaît trop bien. Avant même que je réagisse, il sait comment je vais réagir. Donc, même certains choix, on peut me demander, on voudrait vous nommer, je demande mon avis, vous pensez l'avis de mon mari? Il y a des fois, il me dit, je te connais, ça ne marchera pas là. Et là, même quand j'ai envie, je dis non parce que j'ai eu dans ma vie des moments, des occasions où j'ai eu à prendre une décision, je ne l'ai pas écouté, ça n'a pas marché. Mais d'autres diront que non, il vous a maudit. Non, ça n'a rien à voir avec la malédiction, c'est tout simplement parce qu'il me connaît très bien. Donc là aussi, je vous dirais, mon rapport avec mon mari, ce n'est pas un rapport de force, pas du tout. Mon mari me considère comme sa partenaire d'abord. Et il y a des domaines réservés, chacun a des domaines, je crois qu'il a eu à parler à Madame Christelle, chacun a ses domaines de spécialisation. Vous voyez, quand il s'agit de domaines d'argent, mon mari préfère ne pas prendre des décisions. Vous voyez, bien que c'est lui le chef de la famille, il ne prend pas des décisions. Mais alors, dans ce cas, Madame Eliane Moukeni, n'êtes-vous pas deux à porter le pantalon chez vous? Pas du tout. Moi, je vous avais vu, je suis en robe et en jupe. Et lui, le pantalon, c'est pour lui. Je vais vous faire rire. Vous savez, lorsqu'il y a eu les débats sur la loi, l'article, le code de la famille, l'article qui dit l'homme est le chef des ménages. Mais vous serez étonnés, les filles. Moi, je suis pour cet article-là. Oh, ça mérite des applaudissements. moi, je suis pour cet article. Il y a mes amis qui ne sont pas d'accord avec moi et ils me disent pourquoi. Je me dis, parce que moi, je ne me considère pas menacée. Il dit, oui, mais toi, tu as de la chance parce que tu as épousé un homme bien. J'ai dit, erreur. Qui a choisi cet homme bien? C'est moi. Est-ce qu'il était obligé? Moi, j'étais obligée de dire oui. Non. Mais c'est déjà nous-mêmes, lorsque vous choisissez votre partenaire, choisissez le partenaire qu'il faut par rapport à vos projets futurs. Il y en a qui me disent, mais on ne connaît pas le projet futur. C'est là où j'ai dit, il faut toujours connaître vos projets. Ensuite, le choix, j'ai dit tout à l'heure, des personnes qui vous entourent, dépend de vos projets. Mais lorsque vous voulez être une femme au travail, mais vous choisissez déjà d'emblée un homme qui n'aime pas que la femme aille travailler. Mais puisque vous voulez seulement qu'on chante, écoute, c'est un choix qu'il faut assumer après. Parce qu'il ne faut pas dire après que c'est le mari qui est mauvais. Donc, je reviens à votre question ou à la question de madame.
À ce moment-là, je ne peux pas parler de porter les pantalons parce que nous avons des domaines. Il sait que moi, j'ai étudié les finances, l'audit, la comptabilité. Je suis une grippe-sous. Je sais compter les sous. Lui, il est un dépensier. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il dit, je vais prendre une mauvaise décision. Par contre, lorsqu'il s'agit de gérer un conflit, il sait que moi, je ne sais pas porter les gants. C'est lui qui va aller parce qu'il est très diplomate de nature. Il est très, très diplomatique et par ses propos, par sa façon d'être, il est très calme. Et donc, je ne pense pas que porter les pantalons, non, lui ni moi, nous deux, on ne se sent pas menacés du tout. Pas du tout. Donc, justement, ce n'est pas une relation de femme, soyez complètement soumise, mais c'est une relation de collaboration et de complément, si je comprends bien. Oui, je vais encore vous surprendre. Moi, je me considère comme femme soumise. Eh bien, les filles, ou tout le monde, vous allez dire, mais non. Je vais m'expliquer. Pourtant, on sent en vous le bouillonnement d'une féministe. Non, pas du tout, pas du tout. Je me considère une femme soumise. Pourquoi? Parce que j'aime bien obéir à la hiérarchie. Lorsque l'homme est le chef, on obéit. J'applaudis à contre-cœur. Ah, mais non. On obéit parce que j'estime que dans toute société, dans toute entreprise, dans tout regroupement, il faut qu'il y ait un chef. Quand il n'y a pas un chef quelque part, c'est les désordres. C'est les désordres. Alors, nous les femmes, on dit on veut être les chefs. J'ai dit une fois, j'ai dit aux copines, mais jusque-là, personne ne m'a donné la réponse. Vous dormez la nuit, vous entendez un voleur. Quelle est la réaction de la femme? Chérie, va voir. Ah. Mais pourquoi tu envoies les chéris? C'est toi qui veux être le chef. Parce que quand il y a un problème dans un bateau, on dit les chefs entrent avant, ils sont après, les capitaines. Alors, si nous, les femmes, nous voulons être des chefs, eh bien, soyons chefs en tout point de vue. Il ne faut pas après dire que non, quand il s'agit d'un moment de protection, tu attends d'être protégé. Non. Et donc, nous devons savoir ce que nous voulons, les filles. Ou nous voulons le pouvoir, alors assumons notre pouvoir de numéro 1 au numéro autant de... Voilà, infini. Mais moi, je me dis, je me considère comme une femme soumise. Pourquoi? Parce que je veux obéir à mon mari. On a des points, par moment, on ne se met pas d'accord. Lorsque je lui dis, je ne suis pas d'accord, lui, il dit calmement, non, on va le faire. Je le laisse parce que je sais qu'il va se casser le dent et moi, je me prépare à le ramasser. Je me prépare à le ramasser. Et nous allons prendre la dernière question, celle de Aline. Merci. C'est encore Aline de l'Unikin. Okay. Alors, madame, les enfants ont parfois été un motif d'abandon de carrière pour certaines femmes. Okay. Vous-même, d'ailleurs, vous avez arrêté à la briquine pour vous occuper de vos enfants. Alors, je veux savoir, peut-on avoir une carrière en ligne droite lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on est une femme comme vous, à plein temps? Alors, en d'autres termes, n'est-ce pas parfois handicapant d'avoir des enfants lorsqu'on poursuit une carrière? Je rectifie déjà que je n'ai pas arrêté tout à fait, mais au contraire, j'ai eu beaucoup de contraintes quand j'étais à la briquine, parce qu'on m'avait engagée, je pesais 68 kilos, et au bout de 3 mois, je crois que j'avais perdu 10 kilos. Alors, si j'avais arrêté, j'ai fait quand même 1 année et demie, j'ai arrêté parce que j'estimais que, comme je dis, il y a eu une remise en question. Voilà. Je voulais poursuivre ma carrière d'expertise comptable et pour cela, je devais avoir mon cabinet. Mais comme vous dites, vous avez tout à fait raison. La raison principale était de continuer à être la femme que je suis devenue aujourd'hui, tout en étant une bonne épouse et une bonne mère. Et pour cela, pour moi, le choix était d'être indépendante. Parce que lorsque vous dépendez de quelqu'un, c'est très contraignant. Lorsqu'on vous dit de travailler, de rester encore au bureau et vous pensez que vous devez aller sortir pour des raisons familiales. Voilà un peu. Donc je me dis encore une fois, comme j'avais dit à Madame Christelle, lorsque vous êtes épouse, vous voulez combiner les deux. La première chose, engager un bon personnel de la maison. Je sais que vous me direz que vous n'avez pas d'argent. C'est vrai, mais c'est progressif. Lorsque vous avez peu d'argent, vous avez moins de responsabilités. Lorsque les responsabilités s'ajoutent, l'argent aussi vient avec. Ça, je peux vous le confirmer. Et donc, l'argent vient avec. Cet argent, vous payez le personnel de la maison. Très bien les payer parce qu'ils vont vous aider. Et c'est mon cas aujourd'hui. Midi, j'étais avec vous, mais j'ai quelqu'un que Madame Christelle
à rencontrer, qui est avec moi depuis 28 ans. 28 ans, il connaît à 12 heures pile qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, la table est faite. Et que mon mari ne peut pas rentrer s'il a envie de manger, parce que lui aussi, il ne rentre pas souvent à midi, et qu'il arrive et qu'il trouve que la table n'est pas faite. Ben, vous savez, c'est une façon que je trouve charmante que mon mari a à me faire de remarques. Il ne me dira pas à moi, il dira, franchement, ton domestique a mal préparé aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il veut dire par là? Comme quoi c'est toi qui as mal préparé. Et donc là, moi, je prends des choses à main. Voilà pourquoi je me suis imposée comme discipline. Je rentre toujours à la maison avant 19h. Sauf vraiment des cas rares, je dirais avant 18h. Hein, des cas vraiment rares, des réunions qui peuvent se prolonger. C'est pour que je puisse goûter ce que le domestique a préparé et arranger. Et je me prépare pour avoir toujours des plats déjà épicés. Pour faire rapidement, comme il aime beaucoup le makayabou, je fais ça rapidement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc c'est aussi une forme d'organisation. Mais voilà. Justement, nous sommes dans une société où on s'attend à ce que la femme s'implique personnellement dans l'éducation de ses enfants. Oui. Et souvent, on a reproché à certains enfants une mauvaise éducation, notamment due à une absence quasi permanente de leur mère. Comment vous répondez à ce genre de critiques? C'est vrai que nous, les mamans, là nous prenons, nous tous les mamans, on a une grande responsabilité. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les chégués, les enfants de la rue, les enfants sourciers, j'ai dit aux mamans, ça c'est nous, c'est notre responsabilité. Parce que la maman devait être là pour encadrer l'enfant. Le papa est là, il donne des orientations. Et donc là-dessus, c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai répondu à Aline tout à l'heure, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à prendre beaucoup plus l'option d'être indépendante. Parce que je voulais suivre, parce que le soir, pour les devoirs de mes enfants, j'amenais mes dossiers, je travaillais à la maison. C'était beaucoup plus facile. On était tous dans un bureau. À l'époque, on avait une maison qui n'avait pas plusieurs pièces. Et c'était le bureau des papas. Et moi, je travaillais au bureau des papas. Et eux, il y avait des petites tables. Et chacun faisait les devoirs. Et on était comme dans un bureau. Et quand quelqu'un, maman, j'ai besoin de toi, je laissais, je venais, je rentrais. Donc, et quand c'est terminé, il dit, maman, je peux partir? J'ai dit, oui, tu as fini. Et après, moi, je restais. Et c'est là où j'ai commencé. Je me suis forgée à travailler jusque tard. Parce que quand tu as pris le temps, en même temps avec les enfants, quand les enfants dorment, alors là, au lieu de terminer de travailler à 22h, j'allais jusqu'à minuit, 1h du matin. Voilà. OK. Ouais. Voilà, merci encore Madame Moukeni pour ces différentes questions. Et bien sûr, tel que vous le savez, nous célébrons également le 8 mars ici, en République démocratique du Congo, ce qui est une journée consacrée à la femme. Et aujourd'hui, en tant que femme active, quelle lecture faites-vous de la femme congolaise aujourd'hui? La femme congolaise, je trouve que c'est une femme brave, une femme endurante. Je peux dire, on peut lui attribuer toutes sortes de défauts, mais la femme congolaise est endurante, jeune comme maman. Parce que j'ai fait une tournée nationale de la RDC, j'ai fait les 11 provinces de la RDC, c'est là où j'ai eu à respecter la femme congolaise. Parce qu'elle travaille dans des conditions très difficiles, elle est l'épouse, elle est la maman, elle transporte 2 poids, elle fait tout, mais... La seule chose que je ne dirais même pas reprocher, je n'ai pas le droit de reprocher, j'encouragerais la femme congolaise à se former, que la formation soit continue. Il ne faut pas arrêter. Le monde est en train de changer à un rythme tel que lorsque vous ratez 2-3 mois de formation de recyclage, vous perdez quelque chose. Vous entendrez parler d'un jargon et vous dites c'est quoi ça? Et donc de rester à l'écoute. Mais pour moi, mon dernier mot, je dirais qu'elle est forte, elle est intelligente, elle peut aller de l'avant, mais par moments, le manque de confiance, c'est ça qui fait qu'on a peur d'oser, on a peur de s'afficher, on a peur de donner son point de vue. Il faut savoir donner son point de vue, mais de manière modeste. On ne peut pas donner un point de vue en critiquant les autres. Donnez votre point de vue, les hommes vont nous écouter. Ce sont nos partenaires, ce sont nos enfants, les hommes, avant tout. Donc, on ne doit pas faire la guerre avec les hommes. On doit composer avec les hommes, on doit négocier avec les hommes. Et je pense qu'ils nous laisseront suffisamment d'espace lorsque nous demandons avec modestie, que lorsque nous demandons en frappant du poing sur la table.
merci infiniment, Madame Moukeni, d'avoir répondu à cette invitation de Congo d'Excellence. Merci de nous avoir glissé entre vos multiples rendez-vous. Et surtout, merci à tous nos intervenants pour leur contribution. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de votre précieuse attention. Eh bien, nous adressons enfin nos gracieux remerciements à toute l'équipe qui nous a accompagnés. C'était donc Congo d'Excellence spécial 8 mars en compagnie de Madame Eliane Moukeni Kiékié. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage d'expérience. Merci.